Il y a une question qui a été évoquée tout à l'heure dans les SMS quand on parlait justement de ventilation sur un chantier pour permettre effectivement de développer des moisissures. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est sur un habitat collectif? Est-ce que l'un ou l'autre de nos intervenants veut déjà peut-être réagir là-dessus sur... On met en place la RT 2012 et on a bien vu qu'effectivement, sur la qualité de construction, il fallait de temps en temps aérer pour permettre le bon séchage, notamment des dalles de béton ou ceci ou cela. Quand on est sur un bâtiment collectif, c'est pas la même chose que sur une maison de particulier. Lionel, peut-être, pourrait réagir là-dessus? Pendant le chantier? Oui, pendant le chantier. Si, au fond, le problème est à peu près le même. C'est qu'on a la notion de ventilation provisoire est effectivement essentielle. Parce que quand on a un début de moisissure, après, à gérer, ça peut être assez complexe. Et on l'a sur tous les chantiers, ce problème-là. Il faut absolument... Mais il faudrait peut-être un jour imaginer une ventilation mécanique provisoire. C'est ce parce qu'on que évoquait la difficulté aujourd'hui, c'est la pénétration pendant le week-end dans les chantiers qu'on est obligé de protéger. C'est la préconisation de Marie-Ange, en tout cas. Donc effectivement, la mise en place de aujourd'hui, ventilation provisoire. on ouvre les fenêtres, mais on lutte un petit peu pour le week-end pour qu'elles soient fermées, pour qu'il n'y ait pas de problème de vol, quoi. Alors revenons sur ce projet qu'on a découvert, pour certains en tout cas peut-être à travers ce film, d'autres connaissaient peut-être effectivement cette maison de la petite enfance. Ça a pris combien de temps le chantier? Le chantier a duré 1 an, les études 1 an. La même chose qu'un projet finalement classique. Appel d'offres classique aussi au départ? Appel d'offres, oui, classique, tout à fait classique. Hormis le fait qu'on avait un CCTP qui était bien particulier au niveau de l'étanchéité à l'air du bâtiment, où dès le départ, on avait annoncé que le bâtiment était passif. Oui. Donc les entreprises, en répondant, étaient au courant et sensibilisées, donc, et devaient être aptes à répondre à cette demande qui était vraiment particulière pour les entreprises. Parce qu'on en parlera plus tard avec les 2 entreprises qui sont là. Ça a été un très très gros travail de collaboration avec les entreprises. Est-ce que c'est le premier bâtiment passif que vous construisez de cet ordre? Oui, entre les deux. Tenez, oui. il y a un autre micro là-bas, si vous voulez intervenir les uns les autres comme ça. Vous pouvez faire le ping-pong. On va le passer à Lionel dans un premier temps, on vous le passera juste après. Oui, un bâtiment certifié passif, parce que... Oui, certifié. Oui, certifié, c'est une différence. Beaucoup de bâtiments aujourd'hui dépassent le cap de la RT 2012 et on essaie de faire du passif, voire du bâtiment énergie positive. Donc beaucoup de maîtres d'ouvrage sont sensibilisés à cette ouverture à l'horizon 2020. Nous, on a connu la certification, ce qui a été vraiment un pas très, très important pour nous et pour les entreprises aussi, puisque on a en passif, contrairement à la RT 2012, une obligation de résultat et de contrôle au-delà de la construction de la livraison 1 an après. Donc on va être on est d'ailleurs pendant cette année très à l'écoute du bâtiment, de ses consommations, de son évolution. Et on a, au bout d'1 an, on peut être destitué finalement de notre certification. Si le bâtiment est mal utilisé, s'il consomme trop, au-delà des 15 kW et des 120, on peut perdre cette certification. Donc il y a une vraie sensibilisation des occupants. Et je sais qu'en ce moment, il y a des contrôles qui sont faits par la ville, puisque c'est une crèche, donc un bâtiment qui est ouvert au public. Et les occupants jouent un peu sur la ventilation, je pense que touchent au bouton, règlent en disant oh là, il fait trop chaud, il fait trop froid. Il y a un petit, pas de dysfonctionnement, mais ça peut emmener des consommations plus importante que ce que l'on a estimé, nous, dans les calculs. D'accord. Voilà, il y a un rôle éducatif aussi à... Énorme. Il y a eu un rôle éducatif sur les entreprises. Enfin, il y a eu beaucoup d'échanges. Nous en premier. Et nous en premier, avec les entreprises, et ça s'est vraiment très très bien passé. Mais finalement, pendant 1 an, et au-delà, bien sûr, avec les futurs occupants. Alors, vous parliez de la difficulté de garder cette certification bâtiment passif. Je me dis que vous n'êtes pas dans un boulot facile, parce que à travers toutes les réglementations, que vous soyez architecte ou constructeur, entre la RT 2012, le HQE, le BBC, le bâtiment passif, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de rentrer à chaque fois dans le cadre? Justement, c'est une des anecdotes. Moi, je voulais revenir sur le temps, parce que Fanny dit que ça a duré le même temps qu'un bâtiment classique, mais ça cache un nombre d'heures de travail
et je pense d'encadrement des en entreprises études. complètement différent. En matière de conception, c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'on a mis 1 an, mais dans cette année, on a fait beaucoup plus d'heures que sur un projet classique. Quand même, ça c'est aujourd'hui, hein, avec l'habitude, on réduira un petit peu. Pour revenir sur la réglementation, oui, l'anecdote est qu'à un moment donné, on était passif, mais on était plus bon en RT 2012. D'accord. Donc Comment c'est possible, aujourd'hui, ça? on a l'opposition entre ces deux réglementations sur certaines. Je crois que c'était surtout Sur quel les poste, apports. en l'occurrence? Vraiment, La lumière, je crois, c'était lumière, les apports de lumière. Alors, il y a eu une grosse discussion sur le calcul des apports internes qui ont été faits, puisque c'est un bâtiment. Ce qui est particulier dans ce bâtiment, c'est qu'on a un taux d'occupation qui est très variable en fonction des enfants. Finalement, un bâtiment passif est plus facile à faire pour une maison ou pour un bâtiment de bureau que pour une crèche, puisque finalement, l'occupation est variable. Pendant les vacances, il n'y a pas d'enfants. Et donc, par exemple, Maison Passive France n'a pas calculé les mêmes apports internes que nous. Or, les enfants ont beaucoup d'apports internes, beaucoup de chaleur. Et nous, on avait quantifié tout ça, diffuse beaucoup de chaleur. Et on avait quantifié tout ça. Ce sont des calculs très précis qui ont été effectués. Et c'est vrai que la RT 2012 n'est pas... Alors, on a eu un bureau d'études fluide, Armand Ingénierie, qui nous a vraiment beaucoup aidé sur le sujet. Et c'était des calculs très fins. On en parlait tout à l'heure, des tableaux qu'il faut remplir avec des valeurs précises. Et de là, on a ce résultat, des 15 kW ou des 120. Alors, au début, nous, quand on a fait notre calcul avec Armor Ingénierie, on était aux 15 kW. On s'est dit, OK, c'est bien. La RT 2012 est arrivée en octobre. On a dû calculer le bâtiment en RT 2012. Et alors là, ça ne marchait pas. Le BBio n'était pas bon. Or, le BBio, c'est l'enveloppe. Et le bâtiment passif était extrêmement performant, puisque, comme on l'a montré dans le film, on a une enveloppe qui est extrêmement performante. Et le calcul RT 2012, on ne passait pas ce cap du BBio. On a eu les premiers calculs, donc les premiers logiciels. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait différent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je passe à toute autre chose, mais une question de vocabulaire aussi qui peut effrayer plus ou moins la personne qui va vous commander un bâtiment passif ou un bâtiment qui correspond à la RT 2012? On parle de maison étanche. Oui. Mais quand on dit maison étanche, ça ne veut pas dire que la maison ne respire pas. Oui, non, surtout pas. Justement, la grande magie du double flux avec récupération de chaleur, c'est qu'on peut reventiler correctement les bâtiments. C'est-à-dire que quand on fait une ventilation minimum, donc une ventilation simple flux, on est obligé de baisser au maximum la ventilation ou la minimiser pour ne pas faire perdre d'énergie. Là, l'intérêt du double flux, c'est qu'on a un taux de renouvellement et comme on perd moins d'énergie en ventilant, on peut mieux ventiler. Donc c'est quand même la grande qualité de... Bien sûr. Par contre, au niveau justement de la ventilation, c'est encore l'entreprise Le Breton pourra en parler, c'est encore un des sujets qui est d'actualité puisque le bâtiment est livré depuis le mois de décembre. Et encore aujourd'hui, l'entreprise se rend régulièrement dans la crèche pour régler la machine, finalement, puisque les sensations physiques des personnes qui encadrent les occupants est très palpable. Et on a souvent des retours. Ils nous appellent et nous disent on sent des flux d'air, on sent une variation de débit de pièce à pièce. Et c'est vrai que les débits sont calculés par pièce. Et là, dans les salles de sieste où les enfants sont effectivement endormis par rapport aux salles d'activité où il y a beaucoup d'activités et de mouvements, le ressenti est différent. Donc il y a beaucoup de calculs à ce niveau-là. On va donner la parole aux constructeurs. Il y a des questions, bien sûr, qu'on va leur poser sur la performance, l'inertie d'une telle maison, en fonction effectivement des courbes de température qui, on l'a tous vécu cet hiver, peuvent passer d'un jour où il va faire 15 degrés au lendemain où il va faire une température négative. Comment est-ce qu'on fait pour que sa maison réagisse tout en restant effectivement dans la norme d'un bâtiment passif? Est-ce que c'est quelque chose de faisable ou pas? Je vous laisse prendre un micro. Donc oui, en effet, aujourd'hui, on a des petits soucis par rapport à des réglages d'optimisation de débit. On a aussi une particularité sur ce type de bâtiment, c'est que c'est, comme vous disiez tout à l'heure, l'occupation est totalement inégale. Et par contre, on doit répondre à des règlements sanitaires, c'est-à-dire qu'on a tant d'enfants, tant de débit à affiner en fonction des pièces. Alors c'est pour ça que du coup, on a quelques petites variations si on a 10 enfants ou 15 enfants ou beaucoup plus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train d'affiner
ces débits en fonction de l'occupation et des ressentis que l'on peut avoir après dans ce bâtiment. Des sociétés aujourd'hui spécialisées dans la mise en place de bâtiments passifs, il y en a beaucoup dans la région Bretagne? Comment dire, il n'y a pas de difficulté à faire du passif aujourd'hui. C'est la question qui allait suivre. Voilà. La ventilation reste de la ventilation, de la double flux, du chauffage reste du chauffage. Là, sur ce dossier-là, nous sommes sur une chaudière gaz avec des radiateurs et des panneaux rayonnants d'eau chaude. C'est un chantier basique, je dirais. C'est juste dans la méthodologie de pose, en effet, de la mise en œuvre qu'on a des règles à respecter impérativement. Et en particulier, la ventilation double flux, par exemple, aujourd'hui, a été conçue avec des réseaux de ventilation à joint, de façon à limiter les les fuites d'air dans les réseaux de ventilation. De façon à ce qu'aujourd'hui, on a quand même un bâtiment aujourd'hui qui a un débit de ventilation de 3000 m3 sur l'ensemble du bâtiment. Et donc automatiquement, si demain on a des fuites dans ces réseaux de ventilation, la machine, si elle doit débiter 3500 m3 le 3000, va consommer plus électriquement et donc va générer des surconsommations électriques. D'où l'intérêt d'avoir des produits finis et des mises en œuvre parfaites. Pour pouvoir créer aujourd'hui un bâtiment passif, est-ce que vous avez suivi l'un et l'autre une formation particulière? On a suivi une formation, oui, déjà sur le bâtiment BBC. Donc le bâtiment BBC, le bâtiment passif, il n'y a pas extrêmement de C'est pas très différence. Donc nous, moi, je m'occupe plus de l'exécution en fait, de la mise en pause de tous ces réseaux sur le chantier. Donc après, on a des points de vigilance à traiter plus que d'autres. C'est-à-dire le passage de l'intérieur du bâtiment à l'extérieur du bâtiment de tout ce qui est double flux. Donc on a l'air neuf et le rejet, on a l'extraction de la chaudière, on a tous ces points-là à gérer, et du coup on a fait des réunions là-dessus pour préparer tous ces passages de réseau de l'intérieur du bâtiment à l'extérieur du bâtiment. Donc, oui, alors j'imagine que c'est très valorisant pour vous aujourd'hui de vous dire on construit des bâtiments passifs qui consomment très peu d'énergie et ça va permettre aux gens de bien y vivre dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, vous sentez, j'imagine que vous allez dans des forums et dans des journées portes ouvertes pour le grand public, est-ce que vous sentez un engouement des particuliers pour ce genre d'habitat? Oui, on voit que de plus en plus de personnes sont intéressées par cet habitat-là. Donc vendredi dernier et samedi dernier, il y avait sur l'Embal un maître d'œuvre qui faisait également la démonstration de son bâtiment. Et on sent bien qu'aujourd'hui, on a vraiment une volonté d'avancer là-dessus. C'est clair et net que même aujourd'hui, le particulier lambda, il a envie d'aller vers des bâtiments performants. Aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours la notion d'investissement de départ, mais en effet, je pense qu'aujourd'hui, ils entendent clairement le discours du retour sur investissement par des coûts de fonctionnement qui sont largement inférieurs. On est toujours à quoi? Quand je dis en dépassement, on est sur un budget qui est quoi, de l'ordre de 10-15% supérieur à celui qu'on pourrait avoir avec une maison qui ne correspond pas à toutes les installations? Oui, à peu près, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de matériel, par exemple sur la gaine de ventilation, sur le bâtiment passif, le système adjoint, entre guillemets, est plus onéreux en termes d'achat. Par contre, en méthodologie de pose, c'est plus simple. Donc on gagne aussi notre temps après à le poser. On s'aperçoit qu'au final, grosso modo, pour nous, le coût est le même, quoi. D'accord. Ouais. Fanny, oui. Oui, juste une des grosses différences qu'il y a entre la RT 2012 et le passif, c'est les mesures de perméabilité à l'air du bâtiment. Et c'est là qu'il y a eu énormément de discussions sur le chantier avec les entreprises pour la préparation du test, puisqu'il est en N50 au lieu de Q4, c'est-à-dire 10 fois plus de mise en dépression ou en surpression du bâtiment, tout dépend comment on calcule. Nous, on a fait les deux, plus le test des fumées. Ce qui fait que les entreprises, on voit que des bâtiments RT 2012, non pas BBC, mais RT 2012, aujourd'hui passent allègrement avec le test du Q4. Nous, le N50, ça a été... Alors, on est très bien passé parce que le bâtiment est en béton, avec une isolation par l'intérieur. S'il avait été en bois, on aurait été, je pense... encore plus vigilant. On a une enveloppe qui, par nature, on devait de l'acoustique dans le bâtiment, donc on a la 4 voies à côté, donc on est en béton. Donc là, on avait une étanchéité à l'air qui était finalement acquise à la construction. On avait des points de vigilance qui étaient, comme l'a dit Boris, les sorties de toiture, la ventilation et les fenêtres.
Plus, on a eu quelques petites, au niveau des passages de câbles aussi pour les ventelles motorisées. Donc ça a été les points de vigilance. Mais si on avait une construction bois, enfin ce que dirait Monsieur Augel, là on aurait eu des façades complètes à traiter au niveau de l'étanchéité à l'air. Et en bâtiment passif, ça c'est un des points qui est extrêmement difficile à passer. C'est le cap du N50. C'est 10 fois plus qu'un test de maison RT 2012. Ah oui, quand même. Ah oui, et on le sent physiquement. Hein. Quand on est dans le bâtiment, on sent, hein, il y a même des personnes qui peuvent se sentir oppressées, et c'est extrêmement sensible, on le sent. Hein. Alors, Monsieur Augel, travailler sur la construction des bâtiments passifs, c'est un cadeau ou un cadeau empoisonné? Non, c'est très intéressant déjà, mais c'est pas si simple que ça. Et là, il a fallu qu'on travaille vraiment avec les architectes pour mettre en œuvre ce qu'il fallait pour arriver au résultat. Et c'est vraiment un travail commun, un travail ensemble. Sinon, on n'y arrive pas. Chacun de son côté, on n'y arrivera pas. Alors, on a le sentiment que ce que vous faites, en l'occurrence, c'est la toiture, hein, en ce qui vous concerne. Là, vous êtes spécialisé dans la charpente et la toiture végétalisée, on l'a bien vu. Alors nous, on n'a pas fait la toiture végétalisée, on a fait le support de toiture, qui est un panneau isolant. D'accord, panneau isolant. Donc là, il faut que ce soit isolé de manière très très particulière lorsqu'on est sur un bâtiment passif. Oui, il a fallu qu'on soit encore plus précis qu'avant. Et avec Fanny, on a contrôlé. On a eu un maître d'ouvrage d'ailleurs qui nous a bien pressé aussi, qui voulait le résultat. Et il a fallu qu'on revienne. Il a fallu qu'on fasse des compléments de scotch. Voilà. Voilà. Donc en plus on a fait ça pendant l'hiver. Donc l'humidité nous aidait pas. Bah pour le coup, oui. Puisqu'on faisait un panneau de toiture, donc il fallait pas qu'il mouille. Enfin bon, on a réussi à. Ah, regardez, il manque ici une approche bancaire adaptée à ce surcoût constructif, intégrant les gains sur la consommation. Qui veut réagir à cela? C'est marrant, quand on parle d'argent, il n'y a jamais grand monde. Si, je pense que la démarche de la ville de Saint-Brieuc, elle n'a pas été sur le retour d'investissement. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. Non, je pense que c'est un bâtiment. On nous questionne beaucoup sur le coût de construction du bâtiment. Il est aujourd'hui de 2 000 € du mètre carré. Mais dedans, ce qui est particulier, c'est que c'est un bâtiment qui a beaucoup de mobilier, puisque ce sont des enfants. Donc on a construit tous les meubles, les plans de change, oui, tout. Il y a plus qu'un bâtiment de bureau finalement. Bon, voilà. Après, je pense qu'ils se sont pas. On a vraiment été aidés, ça faut insister, par les maîtres d'ouvrage qui auraient pu baisser la garde. Ils ont tenu bon. Et ce qu'on tient à préciser, c'est effectivement quand un maître d'ouvrage se lance dans la certification passive, elle voulait vraiment afficher un résultat et un label, dire on est allé jusqu'au bout. Et c'est vrai que nous, on a senti la différence à partir du moment où ils ont décidé de faire la certification. On a enclenché une autre vitesse. Et même les entreprises, au niveau de la livraison du chantier, ont dû fournir énormément de documents pour la constitution du dossier. Elles ont dû justifier de tous leurs choix, chose que beaucoup ont été un peu déstabilisés par ça. Il y a eu beaucoup d'investissements personnels. C'est vrai que vous avez passé énormément de temps. C'est-à-dire que vous êtes tenu de faire beaucoup plus d'administratif que par le passé? Oui, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de choses à remettre. On a un dossier de fin de chantier aujourd'hui sur du bâtiment passif qu'on doit fournir, et les caractéristiques de la chaudière, de la ventilation, tous les produits, les débits, les isolants sur les tuyauteries de chauffage, des choses comme ça. C'est beaucoup de travail administratif en effet à mettre en œuvre. Donc c'est vrai que ça pénalise un peu. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est une habitude aussi à prendre, à des habitudes de travail qu'il va falloir changer. Modifier, bien sûr. Et certainement y réfléchir dès le début du chantier, de façon à... Là, c'est vrai on l'a fait sur le tard un peu, et on se rend compte que c'est plus difficile à faire. Bien sûr. Et une grande coordination, je crois, des entreprises sur site. Chose qui se fait en RT 2012, on le sait, tout le monde, l'électricien sait qu'il doit faire attention à ses prises, à son boîtier, le charpentier doit faire attention à ses onctions, il va mettre ses scotch, mais là, ils étaient tous obligés d'avancer ensemble. Et je sais qu'il y a eu des discussions, des échanges, où chacun avait vraiment la protection de ses ouvrages, faisait vraiment très attention. Chacun respecte le travail de l'autre, oui. Alors que j'ai le sentiment qu'auparavant, c'était pas ça. Oui, voilà. Je pense que c'est une des grandes évolutions du passif, c'est que ça change, nous, notre façon de concevoir.
il y a forcément une équipe avec notre bureau d'études fluide au moins, voire structure aussi, mais surtout fluide. Donc on ne peut pas faire notre projet et puis on le donne au bureau qui le calcule, c'est plus ça. Et après, sur le chantier, il y a une vraie coopération entre entreprises et entre encadrement, maîtrise d'œuvre et entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment la vraie révolution du passif, c'est que c'est une équipe qui construit le bâtiment, c'est plus... et surtout quand on intègre, comme on a parlé, la qualité de l'air. Donc il y a vraiment une prise en compte globale, ce qui est passionnant d'ailleurs. Très bien. Là, je voyais un petit papier, un petit SMS qui passait. Toutes les VMC viennent d'Allemagne, il y a quand des VMC made in France. Bah, la nôtre, effectivement, il fallait qu'elle soit certifiée passif. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, le produit qui a été mis en œuvre, donc Zwegon, c'est du suédois. C'est vrai que c'est une des rares machines aujourd'hui à être vraiment homologuée, quoi. Donc, en effet, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure dans la première table ronde, les industriels aussi doivent aujourd'hui progresser. Et en effet, poser du Made in France, pas de problème. Hein. Mais... C'était la question que je posais au tout début, c'est est-ce que tout le monde avance à la même vitesse ? Et est-ce qu'effectivement, il n'y a pas des freins qui s'opèrent aujourd'hui d'un côté ou de l'autre? Et comment est-ce qu'on peut faire pour que tout ça s'harmonise le plus rapidement possible? Laurent, une dernière question vous concernant. Est-ce que la mise en œuvre d'une toiture végétalisée après le travail que vous aviez effectué a pris plus de temps sur un bâtiment passif que sur une maison Non. Pareil. Non, pareil. Ouais, vous, ça n'a pas transformé votre façon de travailler? Non, du tout. Non, on a juste mis un peu plus de soin que ce qu'on faisait habituellement. Avant, vous faisiez un travail de cochon et maintenant, vous appliquez, c'est ça? Non, il n'y a pas de problème. Non, il y a très longtemps déjà qu'on est sensibilisé. Tout à l'heure, vous parliez de coûts supplémentaires par rapport à une maison sur une BBC, une très bonne BBC. C'est principalement dans l'isolation. Nous, on fait de la maison bois. C'est principalement dans l'isolation qu'il y a un surcoût. Le reste, c'est la même chose. Hein. Donc on peut dire 10 ou 15% d'augmentation, mais c'est le grand maximum. Ouais. Et le retour sur investissement est très rapide. Il y avait un message tout à l'heure. Oui, c'est très rapide, il n'y a pas de problème. Hein. Les banques aujourd'hui devraient pouvoir suivre plus nos clients, nos particuliers, de façon à ce que les constructions repartent, parce que là on est un peu bloqué. Dès que les budgets augmentent, les banques sont un peu frileuses et freinent. Donc, on va parler du nerf de la guerre d'ici quelques instants. Je vous remercie les uns les autres d'être venus participer à cette première partie de la deuxième table ronde. Je vous invite à rejoindre la salle. Et nous allons accueillir d'ici quelques instants Monsieur Loïc Euzet. Monsieur Loïc Euzet qui est le directeur des relations extérieures du groupe Delta d'Or. On en a parlé il y a quelques instants. Alain Coulet qui représente la SEMPI, installé à Brest, et Rémi Orlin qui, lui, travaille pour la Caisse des dépôts et consignations et qui participe au montage de financement. Quel financement? On va en savoir un petit peu plus. Est-ce que ça concerne la construction neuve? Est-ce que ça concerne la rénovation? Ou là aussi, effectivement, on peut être performant au niveau énergétique. On va le développer ensemble. Peut-être les uns les autres une réaction sur ce qui vient d'être dit, peut-être? Monsieur Euzet? Oui, juste une réponse par rapport aux industriels, puisque c'est un peu la casquette que j'ai aujourd'hui. Delta d'Or est un industriel breton. Vous ne pouvez pas être partout. Déjà, on vous a salué tout à l'heure sur le travail que vous faisiez. Vous ne pouvez pas être partout. Et je remercie M. Bellette d'avoir noté notre entreprise. Mais c'est vrai que nous avons besoin de... Il y a un maître mot depuis tout à l'heure qui me semble évident, c'est ensemble. On a tous parlé de ensemble. Et le ensemble, c'est les industriels avec les professionnels de la pose. Et les industriels travaillent le plus possible en amont. Les réglementations nous impliquent, nous imposent des obligations d'évolution, et les technologies le permettent aujourd'hui. Donc vous verrez tout à l'heure que quand je parlerai un peu de ce qu'on a fait autour de la nouvelle France industrielle, nous avons tenu compte absolument de cette travailler ensemble. On ne peut pas parler en globalité effectivement de la mise en place d'un produit, mais entre l'étude que vous allez effectuer à partir du moment où vous savez qu'il peut y avoir une niche, un marché, et qu'ensuite vous allez développer un produit et l'industrialiser pour le commercialiser, il se passe combien de temps à peu près? Ça dépend bien sûr de la taille de l'entreprise. Nous, Delta d'Or, on est une ETI, donc on a encore cette capacité à développer assez vite. Mais il faut quand même compter à peu près une bonne petite année entre... on va prendre l'exemple de l'RT 2012, puisque ça nous a impacté directement par rapport à l'article 23, où il fallait compter et afficher des consommations. On a mis en développement à peu près 1 an avant de sortir un produit. Après, le tester auprès des artisans, oui, il faut 1 an et demi avant d'avoir un produit opérationnel. Et donc aujourd'hui, mettre la pression à des entreprises qui se doivent de travailler avec des outils qui ne sont pas encore sur le marché, ce n'est pas forcément une chose facile, quoi. Non, mais de toute façon, la recherche et l'innovation dans notre entreprise, elles sont obligatoires. On est obligé d'anticiper les coûts, les visions des nouvelles réglementations. Nous sommes contraints de ça, mais c'est une bonne contrainte. Nous devons innover pour réussir.
Alors, vous êtes ici pour représenter le président du directoire du groupe Delta d'Or, M. Marcel Torrent, qui ne peut pas être avec nous, et accompagné de Jacques Pestre, qui lui représentait la société Point P Matériaux. Ils sont les deux chefs de projet du plan rénovation énergétique des bâtiments. Je crois que leur travail, je ne veux pas dire aujourd'hui, a été résumé en 6 propositions, mais pas loin, quoi. Oui, le travail qui a été assez intensif, puisque la mission que nous a confiée Arnaud Montebourg a été donnée au mois d'octobre et nous avons rendu nos conclusions au mois de février. Donc il a fallu travailler vite, travailler efficacement. Et nous avons proposé 6 recommandations qu'on va balayer assez vite. Nos 2 copilotes, puisqu'ils ont été appelés comme ça, devraient remettre leurs documents d'une manière officielle au Premier ministre, au nouveau Premier ministre, puisque nous avons été malheureusement squeezés par le fait qu'il y ait un changement de gouvernement. Donc nous sommes dans cette attente-là aujourd'hui pour repasser devant le ministre Valls et faire nos propositions. Les 6 recommandations qui pourraient être assez vite sur ce domaine. Le premier constat a été de dire que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est pas quelque chose de naturel. On va plutôt faire du Valérie-Nalido, c'est-à-dire qu'on va plutôt faire de la déco que plutôt de l'efficacité énergétique. Donc la première idée était de dire comment embarquer les travaux de rénovation énergétique dans les travaux globaux d'amélioration de l'habitat. Donc ça, c'était une première recommandation. Le terme était l'embarquement, ou c'est un terme un peu mauvais, mais l'idée était de faire profiter peut-être d'une TVA réduite quand on faisait un ensemble de travaux qui intégraient de la rénovation classique et de la thermique. C'était la première recommandation. C'est ça. 5,5 ou disons un taux réduit. C'est un sujet qu'on pourra débattre avec le président Ridoret, puisque j'ai l'occasion de le voir demain dans une réunion à Paris. Première recommandation. La deuxième recommandation était... Vous connaissez déjà l'ordre du jour pour demain. Mais c'est le président qui l'a fixé, l'ordre du jour. La deuxième recommandation était bien évidemment la formation. On en parlera tout à l'heure, mais... On a dit, nous, du RGE que du RGE et encore du RGE. Le reconnu garant de l'environnement est je trouve, un bon procédé, une bonne démarche. Donc à nous de l'aider. Les industriels vont s'investir sur l'accompagnement des installateurs, des professionnels à se former. Donc il fallait absolument valider et conforter le RGE. La troisième proposition était plutôt vers les ménages, vers la demande, et donner plus de visibilité et de simplifier les aides. C'est vrai que si certains d'entre vous ont aujourd'hui un projet de rénovation, c'est quand même assez compliqué pour l'artisan de savoir si c'est de la TVA à 5, à 7, à 10, à 20. Les aides ne sont pas les mêmes quand on est dans du bouquet de travaux que dans du CDD. Enfin, c'est un peu compliqué, voire très compliqué. Donc on a demandé à l'État de simplifier et d'uniformiser ces aides. Ça, c'était le point numéro 3. Le point numéro 4 était de dire, c'est vrai que c'est un sujet chaud, on en reparlera aussi encore demain avec le président Ridoret, c'était contraindre ou inciter. La contrainte est un objet peut-être un peu tendu dans cette période d'aujourd'hui difficile, mais si on ne contraint pas ou s'il ne donne pas un cap, je pense qu'on n'arrivera jamais à faire ces travaux de rénovation à terme. Donc il faut inciter et mettre un cap à un horizon à peu près visible. Ça, c'était le point numéro 4. Le numéro 5, c'était de rentrer dans une rénovation 3.0. Donc tout à l'heure, on parlera d'éducation 2.0. Nous, on a été jusqu'au 3.0. C'est de mettre le numérique autour. On a parlé tout à l'heure de travaux, de réalisation de chantiers un peu compliqués. Bon, il y a la maquette numérique qui arrive. Il y a un vrai projet industriel autour de la maquette numérique. Donc là, nous avons considéré qu'il y a un vrai sujet, un passeport de la rénovation. Enfin, il y a des sujets intéressants à mettre en œuvre. Et le dernier, pour résumer ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau du ensemble, je pense que les industriels et les distributeurs doivent mieux travailler encore ensemble. On a souvent opposé par le passé passif et actif. Alors les termes sont nuls, le passif et l'actif, en tout cas, moi j'ai du mal à les appréhender. Nous, on n'est pas plus actifs que le passif. Mais en tout cas, on a été longtemps sans se parler vraiment. Les gens de l'isolation et les gens de la domotique, par exemple, se parlaient peu. Il faut qu'on apprenne à se parler. On prend l'exemple de la plaque de placo, parce qu'on a parlé tout à l'heure. Les gens de placo-plâtre font des efforts pour intégrer dans la plaque directement des saignées. Sauf que si l'artisan électricien ne sait pas qu'il y a une plaque comme ça, il va continuer à la percer, quoi. Donc à nous de travailler le plus souvent industriellement ensemble pour être plus performants. Voilà les 6 recommandations. Nous aurons, je pense, le plaisir de les porter auprès du Premier ministre et on verra ce qu'il en fera. Très bien. À mon avis, ça risque d'évoluer peut-être assez rapidement après. Il risque d'y avoir une prise de conscience et de faire bouger les choses plus vite.
Alors, juste sur ce sujet, pour une ETI comme Deltador, ça a été un travail de titan. On est une petite boîte, hein, on est situé à Combourg. Il faudra savoir comment l'entreprise Deltador intègre cette masse de travail. Si demain le Premier ministre nous lui demande de continuer, c'est un peu plus facile pour un groupe comme Saint-Gobain. Mais en tout cas, il y a un vrai enjeu pour nos entreprises, il y a un vrai enjeu pour le marché. L'essentiel de nos activités étant de faire décoller le marché, qui aujourd'hui est encore un marché assez faible. Très bien. Alors on va parler de rénovation énergétique et on va continuer à en parler pour savoir comment est-ce qu'on peut financer tout ça. Alors vous représentez la SEMPI, c'est cela, Monsieur Coulet? Et qu'est-ce que c'est exactement la SEMPI? Alors la SEMPI, tout est dit dans le nom. Société d'économie mixte de portage immobilier. SEMPI. Donc voilà, société d'économie mixte basée à Brest, dont l'actionnaire de référence est Brest Métropole Océane, et qui a un cœur de métier, c'est essentiellement le portage immobilier en matière d'immobilier d'entreprise, et puis qui a une expertise particulière qu'elle a développée sur 2 quartiers. Je veux parler de Saint-Martin et de Recouvrance pour les Brestois qui sont dans la salle et pour ceux qui connaissent Brest, sur les questions de portage immobilier, de lots de copropriété. Notre rôle, que je vais expliquer de manière très courte et très simple, c'est de rentrer dans les copropriétés pour acquérir des majorités, faire voter des travaux, notamment sur les parties communes, et naturellement effectuer ces travaux également sur les lots privatifs que nous acquérons, et les revendre ensuite. Nous n'avons pas vocation à porter durablement ces lots, effectivement, dans le temps. D'accord. Trouver justement un accord avec les syndics ou les copropriétaires, c'est quelque chose qui est facile aujourd'hui lorsqu'on parle de rénovation énergétique? Alors, je me disais justement, en voyant le film et en écoutant très attentivement les autres participants de la table ronde, je me disais que finalement, l'art de construire, dans le neuf, c'était très simple. Et la question, thermique et énergétique, qui doit tous nous occuper aujourd'hui, confère effectivement les derniers propos du GIEC, elle est également, entre guillemets, et bravo pour votre travail collectif sur le passif, c'est bien, c'est un bel engagement. C'est quand même un petit peu plus facile que sur le neuf, effectivement, que sur l'ancien. Et alors, quand on est dans la copropriété, histoire de vous faire sourire, là, on arrive quand même un petit peu dans la jungle. Ça, je veux bien vous croire. Vous avez malgré tout un projet très ambitieux. En 10 ans, vous souhaitez rénover combien d'appartements, combien de lots? Alors, l'objectif fixé effectivement par Jean-Pierre Caroff, président de la CMPI, c'est de rénover 5000 lots de copropriété sur une durée de 10 ans. Et j'ai envie de vous dire, au travers d'un slogan finalement assez simple, et j'imagine qu'on va parler de tiers-financement. Bah oui. Le slogan, il est celui-ci, CMPI s'occupe de tout. Si j'avais un message à passer aujourd'hui, et je suis heureux de la présence ici du président Ridoré, je crois qu'il était, ou en tout cas l'un de ses représentants était également présent à l'Assemblée générale du plan bâtiment durable la semaine dernière, c'est que dans cette jungle de la copropriété, il faut un assembleur, il faut un rassembleur, il faut un simplificateur, il faut un tiers de confiance. Parce que la copropriété, c'est l'addition d'intérêts qui ne sont pas forcément convergents, premier point, et c'est l'addition systématiquement, de par la loi de 65, de plusieurs intervenants sur une même opération. Plusieurs intervenants, c'est qui? C'est d'abord le copropriétaire, naturellement, qui doit se réunir en assemblée générale pour prendre une décision. C'est le conseil syndical, qui représente le syndicat de copropriété, c'est le syndic donc qui est mandaté pour mettre en œuvre les décisions de cette copropriété, plus spécialement du conseil syndical. Et puis après, on va parler d'argent. Finalement, mettre en place le projet de financement. C'est Comment est-ce qu'on fait? Mettre en place le projet de financement. Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est extrêmement complexe. Alors, quand vous ajoutez à cela le volet extérieur, et on va vous décrire un petit peu le dispositif effectivement que l'on veut mettre en œuvre, la complexité des aides, les complexités fiscales, on a parlé de TVA, on pourrait y revenir. Donc, pour parler simple, le copropriétaire, il n'y comprend rien. En plus, quand vous avez le copropriétaire qui a fermé son balcon, il n'y en a pas évidemment dans la salle, sans avoir demandé l'autorisation de la copropriété et l'autorisation du syndic, comme il a un petit peu peur, il va systématiquement voter non
sur un projet, effectivement, qui va le concerner, même s'il en est convaincu. Donc l'idée, effectivement, c'est cela, c'est d'avoir une colonne vertébrale, expression que vous avez employée tout à l'heure sur la question de la domotique, eh bien on peut l'employer également dans ce domaine-là. Cette colonne vertébrale à Brest, ce pourrait être la CMP, qui, de l'audit thermique jusqu'à la livraison de l'ouvrage, serait effectivement cette colonne vertébrale qui va à la fois poser le diagnostic, se charger de la phase travaux, se charger du financement et livrer l'ouvrage avec une garantie de performance. Vous voyez que quand on l'exprime comme ça, finalement, c'est tout à fait simple. Limiter le nombre d'intervenants pour que ce soit plus limpide pour les copropriétaires qui sont déjà suffisamment nombreux avec des avis complètement différents et ce que vous évoquiez tout à l'heure, surtout des envies, des besoins et des volontés différentes. Voilà, un seul interlocuteur pour parler et des travaux et de la réglementation et de la fiscalité et du financement. Alors le financement, c'est là qu'intervient aussi la Caisse des dépôts. Juste un petit mot très simple, et effectivement on va parler de financement, et puis on parlera effectivement de la présence de la fédération à nos côtés. Finalement, vous l'avez compris, c'est un dispositif de guichet unique que nous souhaitons mettre en œuvre. Très bien. Et Rémi, alors comment intervenez-vous aux côtés de la CMP pour financer tout ça? Parce que ça coûte de l'argent, une rénovation énergétique. Est-ce que ça coûte plus cher de rénover que de construire? Alors normalement, nous, on ne devrait pas intervenir auprès d'Alain et de son projet, parce que nous, Caisse des dépôts, financeurs d'intérêt général, on finance les acteurs publics, les bailleurs sociaux, les collectivités locales. Est-ce que pour autant on se désintéresse du projet de la CMP? Non, parce qu'on est partenaire de la CMP, on est au capital de la CMP, comme au capital de la SEM Énergie Positive, qui est une SEM en Ile-de-France qui développe le même projet de tiers financeurs. Donc on s'intéresse et on suit de près. D'accord. Avec des financements, des taux tout à fait intéressants aujourd'hui par rapport au coût du marché? Alors, très directement, non. C'est pas moi le banquier. Hein. On ne prêtera pas à Alain Coulet, à la CMP, à la SEM Énergie Positive, pour faire de logement privé. Ce n'est pas dans les missions de la Caisse des dépôts. En revanche, nous, on prête aux bailleurs sociaux, aux acteurs publics. Donc, on a vu depuis ce matin, que le maître mot, outre travailler ensemble, le maître mot, c'est innovation. Innovation dans les matériaux, innovation dans les produits industriels, innovation dans la conception des maisons, l'articulation des corps d'État. Et ben, dans le financement aussi, il faut faire preuve d'innovation. Et il va falloir serrer les innovations en fonction des emprunteurs, en fonction des types d'occupation. Donc par exemple, pour le logement social, nous, on est le premier prêteur pour la construction de logements sociaux. On prête aux bailleurs sociaux. L'année dernière, on a prêté 16,5 milliards aux bailleurs sociaux pour la construction de 110 000 logements sociaux. Donc on prête l'argent que les Français déposent sur leur livret A pour le prêter aux bailleurs sociaux. Et ces bailleurs sociaux viennent nous voir en nous disant on a un parc qui est existant, qu'on a construit il y a des années déjà sur vos financements, qu'on veut rénover pour porter un niveau de performance énergétique supérieur. Comment est-ce que vous pouvez nous aider? Et dans ce cas-là, l'innovation, elle va reposer sur le taux. Nous, on prête l'argent que vous placez sur vos livrets A. Donc, on vous rémunère 1,25%. C'est le taux actuel fixé par les pouvoirs publics. Et bien, cet argent-là, on va le prêter aux bailleurs sociaux à 0,5%. On va perdre de l'argent sur l'argent qu'on prête aux bailleurs sociaux pour la rénovation énergétique du logement social. Et où est-ce que vous gagnez de l'argent après alors? Donc, on gagne de l'argent parce qu'on ne prête pas tout cet argent-là. Il y a une partie d'argent qu'on va placer pour permettre d'avoir ce type d'opération. Il y a des prêts qu'on effectue à d'autres acteurs à un taux un peu plus élevé, donc qui permettent de se rémunérer. Mais pour la rénovation du parc social, l'accent est mis très fortement, et donc on abaisse le taux d'intérêt à 0,5% sur 15 ans. Très bien, parce qu'il y a un chiffre aussi que j'aimerais que vous évoquiez, parce que c'est intéressant. Vous avez parlé du nombre de lots et de logements sociaux que vous souhaitiez rénover. Ça représente effectivement 10 années. Et ça représente combien de chiffres d'affaires potentiels? Alors, réponse immédiate, minimum, et là nous travaillons effectivement pour l'avenir et pour les métiers du bâtiment, 50 millions d'euros. Mais on est plus proche effectivement de 75 millions d'euros. C'est ce qu'on peut constater ici, hein, sur la région. Quand vous prenez une région comme l'Île-de-France, la moyenne au lot rénové est peut-être un petit peu plus proche parfois de 25 000 euros. Chez nous, c'est plutôt effectivement 15 000 euros, voire 10
000 euros dans les cas j'allais dire, les plus simples. Donc un élément de réponse. Deuxième élément de réponse par rapport à votre question sur les banques et au SMS qui vient de s'afficher. Je vous ai parlé de complexité, de jungle en ce qui concerne la copropriété, mais pour les banques, la copropriété est aussi une jungle. Et l'analyse du risque pour une banque sur une copropriété est extrêmement délicate. Comme elle est délicate et que le personnel de la banque n'est pas formé à l'analyse de ce risque, ils ne font pas. Ils ne prennent pas le risque. D'où l'intérêt, effectivement, d'un dispositif tel que celui que nous souhaitons mettre en œuvre, où CEMPI prêterait, déduction faite des aides mobilisées, que nous mobiliserions aussi. CEMPI s'occupe de tout, on fait les dossiers. D'où l'intérêt pour les banques, y compris les banques locales, puisque j'ai vu sur le SMS banque régionale, naturellement que nous sommes allés voir Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, Banque Populaire, dont il y a des représentants, je crois, dans la salle, d'après ce que j'ai pu voir sur la liste. Et quand on leur a dit, mais attendez, c'est la CEMPI qui emprunte et qui fait son affaire de la gestion de ce risque vis-à-vis des copropriétaires, mais les banquiers, ils sont ravis. Bien sûr. Ils sont ravis. CEMPI, institutionnel, 14 millions de fonds propres. Le risque, on le connaît. Il n'y a pas de difficulté. En plus, on véhicule, si vous voulez, un message de solidité politique au sens de l'action publique par l'intermédiaire de notre actionnaire principal qui est BMO. Donc tout ça va dans le bon sens. Je voudrais, sans profiter de la tribune, vous dire quand même ce que sont aujourd'hui nos difficultés. Et une fois de plus, je connais l'engagement de la FFB à nos côtés et plus spécialement de la Fédération régionale. Sur la rénovation énergétique, aujourd'hui, beaucoup de choses sont dites. Beaucoup de choses sont écrites. Peu de choses se font. Parce que les barrières réglementaires sont extrêmement nombreuses. Je rappellerai qu'il a fallu attendre la loi Allure, sortie fin mars, promulguée fin mars, pour être précis, pardon, pour avoir une définition du tiers financement. C'est une chose qui, en France, n'existait pas préalablement. Il y a bien longtemps que dans d'autres pays, je citerai par exemple la Belgique ou le Royaume-Uni, ces choses-là, effectivement, sont en place. Qui dit tiers financement dit intervention d'un tiers. Mais que dit l'autorité de tutelle des banques aujourd'hui? Mais les banques en France ont le monopole de la distribution bancaire. Donc vous, tiers financeurs, vous ne pouvez pas vous prévaloir du titre de banquier pour prêter de l'argent aux copropriétés. On vous parle des co-PTZ collectifs, pour parler moins techniquement, de prêts à taux zéro collectifs mobilisables par les syndicats de copropriété. J'ai rappelé à Philippe Pelletier, à l'Assemblée générale du plan bâtiment durable la semaine dernière, que nous attendons toujours les décrets d'application de cet éco-PTZ. Il n'existe pas aujourd'hui. On ne peut pas le vendre. Et quand bien même il serait vendu, nous, tiers financeurs, nous ne pouvons pas le mobiliser. Donc, j'ai envie de vous dire, écoutez, il y a du boulot pour vous. J'ai cité le chiffre d'affaires tout à l'heure. On voit bien, c'est une bonne Donc, nouvelle. C'était noté. Il faut qu'on aille tous dans le même sens. Les Brestois vont pouvoir travailler chez eux, c'était marqué à l'instant. Je vous en prie, Loïc. Un dernier mot? Oui, juste une précision sur le. On a parlé de copropriété. Et vous appelez ça Madame Chambier, je crois. Stéphane. Madame Chambier, David de Vierzon. J'appelle Madame Michu, mais c'est la même. C'est sa cousine. Ouais. Dans la même veine que de la NFI, on a aussi proposé que les travaux d'innovation énergétique soient adossés à des prêts de type immobilier dans le temps, parce que on pourrait presque penser que les économies d'énergie réalisées par les travaux pourraient eux-mêmes payer les mensualités de l'emprunt. Ce n'est pas encore possible aujourd'hui, mais voilà des propositions pour aider le marché à décoller, par exemple, et rendre le consommateur responsable. On parle beaucoup de construction durable. Je pense qu'il faut aussi qu'on assiste sur un consommateur responsable. Vous n'êtes pas à manque d'idées, en tout cas, les uns les autres. Je vois plein de SMS, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Bien sûr, ces tables rondes, c'est aussi la volonté de vous présenter les uns les autres, et il ne faut surtout pas que la communication s'arrête à la fin de cette convention, mais qu'elle continue au moment du cocktail, et surtout que vous preniez contact les uns les autres pour vous éclairer sur effectivement les possibilités d'avancer ensemble, encore une fois. José, peut-être un mot de conclusion sur cette table ronde, sur ce que viennent d'évoquer nos invités.
Peut-être alors plusieurs aspects. Bon, sur l'aspect financement, il y a des débats assez techniques effectivement sur l'intermédiation financière, sur le problème de la TVA, donc sur effectivement la loi Allure, et puis il y a des directives européennes. Donc tout ceci est en chemin. On peut espérer que ça débouche quand même, ça finisse par déboucher. Peut-être qu'il faut profiter de la loi transition énergétique pour décoincer quelques verrous qui restent encore. Sur Nouvelle France Industrielle, et je dois dire qu'on a été, comment dirais-je, agréablement intéressé par tout l'apport qui a été fait dans ce groupe de travail, avec un regard un petit peu neuf par rapport à toutes les discussions qu'il y a au sein du plan bâtiment, et donc cette approche avec le regard des industriels et des négociants. D'ailleurs, il faut noter, donc nous à l'ADEME, on l'a noté avec beaucoup de satisfaction, qu'enfin on avait un thème bâtiment dans quelque chose qui s'appelle Nouvelle France Industrielle. Donc il y a un programme industriel qui s'appelle Rénovation des bâtiments, et on a bien senti que ça avait fait monter en gamme le regard vers le bâtiment d'un certain nombre de nos interlocuteurs, et je pense en particulier au CGI, donc, qui est en charge des investissements d'avenir. Et donc, on essaye, nous, à l'ADEME, de flécher des fonds des investissements d'avenir vers le bâtiment. Et donc, ça sera le cas cette année, donc, puisque grâce à ce travail sur Nouvelle France Industrielle, on aura un appel à manifestation d'intérêt, donc d'innovation, sur ces sujets-là, avec, il a été évoqué par exemple tout à l'heure le numérique, il y a la question du bois et des écomatériaux, les questions des méthodes industrielles donc appliquées à la rénovation, donc tout ça, ça avance. Peut-être sur la première partie de la table ronde, donc remarquez que encore une fois on retrouve la question de la qualité de la mise en œuvre, plus de soins, du travail ensemble, du travail en équipe, de la concertation entre les acteurs. On a noté qu'il y avait de plus en plus de gens intéressés. Donc il y a des évolutions quand même qui sont en cours. Sur la question des surcoûts, je crois que là encore les choses ne sont pas stabilisées. Donc nous à l'ADEME on a le regard un petit peu sur l'ensemble des bâtiments démonstrateurs qu'on a soutenus depuis quelques années, qui a permis de montrer la faisabilité de la RT 2012 entre autres choses. Et en fait quand on regarde ce panel d'à peu près 3000 bâtiments, si on regarde la relation entre la performance énergétique et le surcoût, on ne constate pas de corrélation. C'est-à-dire on ne peut pas dire que plus c'est performant, plus c'est cher, c'est pas vrai. On ne le constate pas, il y a d'autres explications. Donc on peut effectivement penser qu'une fois que la filière sera stabilisée, on aura tout à fait maîtrisé cette question des surcoûts. Puis peut-être un dernier mot alors, sur la question des occupants, et revenir un petit peu aux particuliers. Alors d'abord, il y avait des questions là sur la notice d'utilisation. Donc un intervenant tout à l'heure parlait de travail administratif là, pour les dossiers d'ouvrage exécutés, etc. Tout ça, c'est du technique, c'est pas de l'administratif. C'est-à-dire qu'on en a besoin pour après utiliser l'ouvrage et avoir des choses un petit peu cohérentes là-dessus. Il y a toute la question de l'éducation, je ne sais pas si on peut employer en tout cas l'apprentissage de l'occupation de ces nouveaux bâtiments. Donc là aussi, il y a un travail en cours sur à peu près 300 bâtiments BBC donc, qu'on a instrumentés, et on essaye de comprendre les écarts avec les usages, c'est-à-dire on aurait dû consommer tant, on constate qu'on consomme tant, c'est quoi l'explication? Alors est-ce qu'il y a des explications liées à la construction, des explications liées au comportement des occupants? On commence à regarder ça, c'est extrêmement intéressant. Puis je voudrais terminer par la question du guichet unique, donc, qui a été évoqué beaucoup à propos des copropriétés. Donc c'est la même chose pour les particuliers. Donc il y a eu toute la mise en place des points rénovation infoservice dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l'habitat, qui vise donc quand même en majorité les particuliers. Dire à quel point effectivement c'est important d'avoir une continuité de cette logique de la continuité depuis l'audit jusqu'au choix des entreprises, à l'exécution des travaux, le tiers de confiance, donc cette nécessité d'avoir du conseil et de l'accompagnement. Donc d'abord ça concerne les professionnels pour effectivement rentrer dans cette logique vis-à-vis des particuliers, c'est-à-dire d'avoir des logiques d'offres globales, donc encore une fois des gens qui travaillent ensemble, mais qui ont cette partie conseil, audit intégrée dans la démarche de contact avec les clients. Et puis dire que c'est aussi ce qu'on cherche à faire donc avec les collectivités, donc ce qu'on appelle des plateformes locales de rénovation, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place, donc on a des choses comme Virvolt ici bien entendu, Tinergie à Brest, des dispositifs qui permettent d'accompagner les particuliers tout au long de leur cheminement de rénovation. Et je pense que vous, les professionnels,
Vous avez un rôle, je dirais, auprès des élus, puisque c'est localement que ces choses-là vont se mettre en place, donc pour, je dirais, contribuer à la mise en place de ces dispositifs qui contribueront à faire décoller le marché de la rénovation. Merci beaucoup, José. Quelques mots un petit peu sur tous ces sujets, mais cette table ronde était très très riche, donc il y a beaucoup de choses à en retirer. Mais vous pourrez continuer à échanger pendant le déjeuner qui vous sera servi, donc tiède, parce qu'on prend un peu de retard. Voilà, on va faire vous le dire. Non, ça restera chaud quoi qu'il en soit. Merci beaucoup, messieurs. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Loïc, pour Rémi et pour Alain. José, vous restez ici.